Comme j'ai eu 27 domiciles en France, j'ai eu fatalement, comme tout le monde, et comme il se doit, moi aussi un foutoir à Toulon. Je payais 800 francs par an le loyer de cette chambre, haut suspendu. La fenêtre donnait sur la darse. Il y avait pour 4 sous de meubles. Cela se composait d'un carré salle à manger, d'une alcôve avec un vaste et profond divan où l'on pouvait se perdre à 3, d'une cuisine grande comme une coquille d'œuf et d'un appareil à douche, mais comme il n'y avait pas d'eau à l'étage, un matelot allait l'acquérir à la borne fontaine de l'Arsenal. Je n'ai rien à raconter de cette chambre où il ne m'est jamais rien arrivé d'autre que d'y faire occasionnellement l'amour. Et des amis qui débarquaient de grandes automobiles de Paris et qui avaient le mot de passe allaient prendre la clé chez la concierge. 9 fois sur 10, je n'y étais pas et montais également pour y faire l'amour. Et eux non plus ne m'ont jamais rien raconté de particulier sur cette chambre. Mais il leur est arrivé, à Paris ou ailleurs, quand je les rencontrais, de me présenter à leur compagne, maîtresse ou légitime. Alors je devinais, à la façon dont la femme me dévisageait, qu'elle pensait à ma garçonnière. Bien sûr pas au divan, mais à ma cave à liqueur qui lui avait fait tourner la tête et qui était toujours aussi bien garnie que celle d'un corsaire au retour des îles. Les liqueurs exotiques sont une excuse. Ce serait comme des réinventions mentales de livres à partir de l'imprécision du souvenir. Ne pas relire, ne pas rendre compte, mais explorer ce qu'ils ont dérangé, ce qu'ils ont laissé qui ne s'enlève pas. Parce qu'ici, on aurait pu écrire soi. Se raconter ce souvenir de livre, c'est inventer la possibilité du sien. Ne pas relire, ne pas rendre compte, mais explorer ce qu'ils ont dérangé, ce qu'ils ont laissé qui ne s'enlève pas, parce qu'ici, on aurait pu écrire soi. Se raconter ce souvenir de livre, c'est inventer la possibilité du sien. C'est rêver à tel livre qu'on pourrait faire. Rêver à un livre qu'on pourrait écrire, cela s'appelle lire. C'est une dimension spécifique de ce qu'induit le verbe lire, sur quoi on veut se concentrer. Ce sont des éclats flous, partiels, trompeurs, qui se sont détachés pauvrement de leur récit source. Alors on les enchaîne. Le défi d'en rassembler 100, parfois une suite de 10, parfois un tout seul. Travailler sur la difficulté même de se souvenir, même pour les livres qu'on a relus tant de fois. Et même si confronté à une page au hasard, on reconnaît tout immédiatement. Parce qu'il y a en nous, mais seulement très partiellement accessible, une mémoire totale du lire. Livres qui s'écartent de leur marque initiale. Livres qui se découvrent par cet écart. Livres qui inventent leurs propres règles. Et puis, lorsqu'on leur trouve leur cercle de vérité, distendre ce cercle. Ils s'y dissolvent. Chercher cela pour soi, faire la liste des villes, trouver les personnages qu'on y associe. Ce ne sont pas des personnages de cette ville même, personnages dont on croise l'histoire, là dans la ville, mais qui font chacun émerger comme des éclats, autres personnages, juste brossés, à leur silhouette comme minérale, prise à leurs gestes, comme sculptés dans un instant, et cela suffit. Personnages sans narration, sinon celle qu'intérieurement vous vous en bâtissez. Alors donc, je triche. Se dire, attraper 100 souvenirs de livres, et encore, les livres qui permettent d'en raconter cette trame, cette bascule d'histoire. C'est pas tous les livres qui permettent ça. Et en trouver 100, mais on a l'impression de marcher dans un désert avec des choses imprécises, des trucs qui s'enfuient au loin, et ça nous plaît pas, ou alors parce que ça renvoie toujours à ces mêmes périodes, la fin du 19e, les grandes périodes du début du 20e, les grandes figures. On a tant à dire toujours sur les mêmes grandes figures. Se dire qu'on ira les chercher, qu'on les assemblera par familiarité, c'est-à-dire là j'arrive pas à imaginer de trouver 100 histoires à raconter, mais la pensée, et en particulier la pensée avec Internet, elle marche comme ça. On
assemble un petit noyau, et sur la base du petit noyau, on trouve autre chose. Et puis se dire que, au fond, ce qu'on cherche, c'est un livre qui nous fasse vraiment envie à écrire. Même si le paradoxe est là, est-ce que aujourd'hui, le livre à écrire, c'est pas simplement celui qu'on fait comme ça, en partageant ce qui nous renvoie à l'illusion ou à l'idée d'un livre, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans lire. Peut-être que tout à la fin de cette série sur 100 histoires à raconter, il y aura le livre jamais écrit, le livre de Mallarmé sur lequel il a travaillé pendant 30 ans. Et donc se concentrer sur ces livres qui, par leur arbitraire, par leur écart, par leur dérive, parce qu'ils se présentent comme un objet. L'autre jour, je touchais à Nantes une météorite, comme c'est incroyablement compact, lourd. On n'en revient pas de ce poids de matière qui se révèle comme ça à leur propre hauteur. Alors j'ai pensé à cette histoire, et aujourd'hui il y aura une seule histoire. C'est une commande. C'est-à-dire, l'auteur dont je parle a déjà souvent parlé de port, d'univers maritime. Il a parlé de villes, il a parlé de ces grandes échappées, de voyages. Il a parlé aussi de cinéma. Et il en a besoin des commandes. Un auteur, ça roule jamais sur l'or. Même ceux qui aujourd'hui nous paraissent des noms comme d'immenses socles pour là où on marche nous. C'est un éditeur de gravures qui dispose, je ne sais plus si c'est estampes, gravures, mais enfin en tout cas un coffret qui comporterait 18 gravures qui ont comme seule caractéristique d'être chacune une gravure concernant un port de mer, un port européen. Je ne me rappelle plus le nom de l'artiste. Par contre, ce que je sais, c'est que l'auteur accepte la commande et il s'y lance avec plaisir. Les ports, il est chez lui, c'est son univers. Et il a déjà fait ça pour François Villon, déjà première piste. C'est-à-dire, il suffit qu'il parle de lui, qu'il parle de son rapport à cette lecture, et ça suffit, ce sera contrat rempli par rapport au port dont il parle. Et le premier, bizarrement, c'est un port d'Espagne, la Corogne. Et qu'est-ce qui va venir là? Il y a un petit musée dans cette ville, à l'écart. Et qui est responsable de ce musée? Le père de Pablo Picasso. Moi, je m'étais jamais demandé dans ma naïveté si Picasso avait même eu un père et qu'est-ce qu'il faisait ce père. On apprend que le père de Picasso venait dans ce musée, non pas forcément, y compris le dimanche, parce qu'il y avait du travail à faire. C'est un de ces musées de province sans pas grand-chose, mais simplement parce qu'il y avait un atelier. Il avait un atelier chez lui, mais cet atelier-là, il s'était un peu cloîtré, un peu enfermé, un peu poussiéreux. Il y avait du silence, il y a des fenêtres qui donnaient sur rien, sur des murs. Et là, ben, qu'est-ce qu'il faisait? Il peignait. Et le père de Picasso, ce qu'il aimait dessiner, c'était des animaux empaillés, des pigeons. Il parle d'un tableau avec plein de pigeons qui a disparu dans la guerre civile. C'est tout ce que va nous raconter l'auteur. La Corogne, on n'en verra rien, sinon cette fenêtre qui donne sur des zones un peu ternes de la ville. Et puis cet homme cloîtré dans le silence d'une pièce inaccessible du musée dont il a fait son atelier de peinture pour multiplier toujours la même chose. Des animaux empaillés, des compositions avec des animaux empaillés. Et ces choses, vous savez, avec des vases, des fruits qu'on retrouve dans toute la semi-bourgeoisie de la fin du 19e siècle. Et puis, il nous dit aussi, Picasso nous rapporte, l'auteur, dit que son père, plus tard, s'en désintéressait. Il restait là, il regardait la pluie. Et là encore, revient l'image, non pas du port, non pas de la ville, mais cette ville qui est un port, mais simplement, il y pleut. Et puis qu'ensuite, il n'était pas le même. Il dessinait toujours des pigeons, mais il ne les finissait pas. Et Picasso dit que son père arrachait des pattes de pigeons morts, punaisait des pattes de pigeons morts dans la position qu'il souhaitait, et que l'enfant avait pour tâche
de dessiner. Mais il y en a 18 à faire. Alors ensuite, on prend technique de construction, technique de génétique, là où on sait, là où on va trouver. Le port de Bordeaux. Et oui, mais c'est ces voyages du Brésil, et puis ce type qui restait à l'écart de sa famille parce qu'il avait claqué toute la fortune de sa femme, et puis il espérait toujours un coup pour se refaire. Et donc il envoyait toujours des nouvelles que peut-être au prochain bateau, il reviendra. Il ne revenait pas. Et puis, à un moment donné, l'auteur veut le tirer de force sur ce bateau qui revient. Le gars résiste. Au dernier moment, il n'y sera pas sur le bateau. Mais au bateau suivant, c'est son Maccabée, son corps, qui est là, dans le cercueil, et qu'attend la femme qui n'avait jamais revu son mari et devra bien inventer une fable. Et l'auteur est là pour la réception aussi du corps. C'est sur le quai, à Bordeaux, avec ces cargos qui reviennent, ces paquebots qui reviennent du Brésil, mais qui transportent aussi les corps de ceux qui sont partis, mais pour qui ça s'est mal fini. Et on va continuer comme ça. Alors, Anvers, quelle merveille qu'Anvers. Il y allait combien de fois? 20 fois. Peut-être il y a croisé Henri Michaud. Je ne sais pas, improbable. Et Hambourg, entre les deux, il y a Rotterdam. Et là, Rotterdam, il y allait 3 fois. Et ces 3 fois, la première fois, c'est un lieu qu'on découvre. La deuxième fois, on retourne dans ce lieu parce qu'on a envie de le voir. Puis la troisième fois, c'est longtemps après. Est-ce que le lieu existe encore? Et puis à chaque fois, on s'invente une fiction de soi-même pour être là. Puis il y a un autre type, qui était avec vous à Paris. Et puis c'est ce type qui... c'est une histoire, encore une malle qui revient, qui est chargée de livres. Enfin, il récupère ses livres et puis s'aperçoit que le copain les revend. Bon, ça devient un roman qui s'engouffre. Et pourtant, ça tiendra en 15 pages, l'histoire de Rotterdam avec les 3 séjours. Et puis cette figure d'un type tellement louche fait un peu penser au Bardamu de Céline à la même époque. Mais tout d'un coup, elle vous échappe la commande. C'est-à-dire le temps se dissout, récrimination de l'éditeur à l'origine de la commande. Et puis, j'avance, mais... Et puis, finalement, il n'y en aura pas 18, il y en aura 11. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui viennent et qui sont liés à des souvenirs d'enfance. Gênes, Naples. Il y a une histoire sur Venise aussi. Et pourtant, Venise n'a pas compté dans sa vie comme Gênes ou Naples ont dû compter. Là, vous les avez lourdement, les indices. Mais cette histoire à Naples, elle est fabuleuse. La famille qui revient d'Égypte, encore une mauvaise affaire du père, tout avait sombré. Il avait eu l'idée majestueuse, il se vend bien plein de bière en Europe, il ne se vend pas de bière en Égypte, au Liban et dans les pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord. Eh bien, il développe un commerce de bière. Là, en Égypte, il remplit des pleines citernes à Gênes et transporte tout ça. Et ça va marcher, ce genre de commerce. Allez là-bas, vous verrez si on n'y boit pas de la bière. Simplement, lui... c'était juste avant l'invention des bateaux frigorifiques. Et donc, les grandes citernes où il a mis toutes ses économies, c'est plus qu'une espèce d'infâme lavasse. Et quand la famille y rentre, l'enfant se prend d'amitié pour un matelot, qui lui raconte des histoires, lui montre ses trucs dans le fond de sa malle. Et puis, à l'arrivée, il a promis à l'enfant qu'on laisse les parents débarquer. Et lui, il emmène l'enfant à New York. En fait, c'est plus sordide que ça. Ça veut dire qu'à l'arrivée, on a perdu l'enfant. On cherche l'enfant partout dans le bateau. Il est caché dans la couchette du matelot. Le matelot, il compte simplement, au bout d'un dernier moment, empocher une récompense en remettant l'enfant à ses parents. Puis c'est ce qui va se passer. Et c'est cette trahison qui va faire le souvenir de Gênes. Alors, à un moment donné, comprendre que non, vous n'êtes plus dans le livre de commande, vous êtes dans là où c'est ouvert pour vous, parce que vous parlez des ports, la possibilité de transfigurer votre propre expérience. Et puis avec cet outil, alors il vient d'où cet outil? Passer par prendre une ville, la prendre à des époques différentes, trouver chaque fois un personnage, pas un personnage principal. Enfin, il devient principal dans ce fragment, mais c'est pas vous-même. Et ça, c'est un truc qu'il a déjà trouvé dans un livre avant. C'est-à-dire peut-être même à cause de ça qu'on lui a donné cette commande. Dans le livre précédent, c'était Marseille.
cette ville où on repasse toujours par ce petit bistrot du panier avec des repas pantagruéliques et puis une histoire de suicide derrière, bien réel d'ailleurs. Donc ça, le principe formel qui organise le nouveau livre, c'est ce qu'on a trouvé arbitrairement, sans le chercher, en écrivant le chapitre Marseille du livre précédent. Et est-ce qu'on va continuer? Ce qui se compte, c'est les villes. Alors on prend... Pour lui, il faut Paris. Mais Paris, c'est pas un port. Eh bien, si on met dans le chapitre, dernier indice, Paris, port de mer, et qu'on décrive la capitale, là, dans son bord de Seine, son ancrage dans les temps médiévaux, bien plus anciens, Paris, bord de mer, mais qu'on garde le principe, qu'on garde cette idée d'horizon, qu'on garde cette idée de lacunaire, de hasard, d'arbitraire, qu'on garde cette idée d'événements séparés, qu'on garde l'idée que la ville détermine tout, mais que c'est pas d'elle qu'on parle. Le livre sera fait, mais il n'y aura jamais de réponse à la commande au pauvre gars qui, avec ses gravures, attendait le texte qui en parle. Alors pour soi-même, c'est ça, c'est-à-dire ce qu'on porte dans la tête, c'est pas forcément ce que l'auteur nous montre à voir, c'est ce fonctionnement, c'est la façon dont il cherche, c'est la façon dont il pousse du coude ce qui le gêne, c'est la façon dont, quand il arrive à parler du port de Hambourg, on est juste en pleine guerre, Deuxième Guerre mondiale, ben finalement, ça va être dans une bagnole qui roule en Angleterre. C'est aussi la façon dont chaque fois, comment on construit, qui est le soi qui raconte l'histoire, comment le soi fictionnel qui raconte l'histoire est en position de raconter cette histoire. Qu'est-ce qu'il sait, pourquoi il le sait, comment il le sait, qu'est-ce qui joue de sa peau à cet endroit-là. Et là, on n'est plus dans l'auteur, on est dans la construction fictive où l'auteur agit dans son propre texte. Et là encore, quelle leçon! Alors, je crois que l'enfoncement, ce qui fait qu'on reconnaît un livre, c'est la façon dont il vous saisit pour vous, comme on se ferait aspirer dans une eau profonde. Parce que c'est ces zones profondes de soi qui se mettent à rêver, c'est-à-dire des ports. Qu'est-ce que vous connaissez comme port? Peut-être aujourd'hui, c'est les aéroports. Peut-être simplement à ce moment-là, moi je l'ai interprété comme une suite de maisons, c'est-à-dire dans chaque chapitre, défini par la ville, par cette ouverture toujours continue. Qu'est-ce qui définit qu'un port soit ouvert? C'est pas si simple. À chaque fois, ce refuge du lieu clos où se passe l'histoire. Alors pour moi, ça devenait suite de maisons, donc il y a toujours ce rêve qui est latent de trucs où chaque chapitre serait explorer une suite de maisons et on passerait de l'une à l'autre par l'intérieur du livre. C'est ce que je dois à ce livre-là. Le père de Picasso, le corps rapatrié sur le quai de Bordeaux. Les 3 séjours à Rotterdam. Rien qu'une rue, un escalier, toujours une fuite. Toujours le mensonge sur soi-même. Est-ce que les variations successives du mensonge dessinent une empreinte muette, mais qui serait le visage en clair-obscur, plus obscur que clair, mais avec le tranchant qu'il faut de celui qui écrit derrière les écrans de fiction? Ou bien pour que ce livre s'écrive, qu'il faudrait l'avoir d'abord déjà écrit. Cherchez Marseille dans ce livre. Marseille n'y est pas. Marseille était écrite dans le livre d'avant, mais avait troué ce livre en y insérant ce fonctionnement imprévu, la suite d'époques différentes traversant le même lieu, puis ce personnage qui chute de la falaise, suicide raté, mais dans le creux et la nuit de la ville, ensuite le réussira, le suicide. Tout livre portant incomplet la marque de son invention en amont de sa frontière. Et l'envie qu'on a d'écrire pour soi, l'envie qu'on a de se clore, l'envie qu'on a d'ouvrir une suite précise mais indéfinie de chambres, d'y déceler les histoires.